Ça va, On repart. merci. Voilà, me revoilà. Donc, je suis désolé pour les aléas techniques. Donc, voilà, ici, c'était les prérequis. Donc, je disais au début, c'est donc les seringues d'anesthésie, hein, je vous disais, donc c'est important de faire dormir votre patient. À droite, c'était les deux respirateurs. Donc, c'est en haut un respirateur d'anesthésie, en bas un respirateur plutôt de réanimation. Et ce qui est très important, donc je vous disais, c'est en bas à gauche le système d'aspiration. Donc souvent, il ressemble à ça, hein, c'est les systèmes qui sont attachés au respirateur souvent, et c'est vraiment, vraiment quelque chose de capital en termes de quand vous faites une intubation, c'est vraiment d'avoir un système d'aspiration efficace que vous avez testé. Donc avant de commencer à intuber, il faut vérifier que votre système aspire vraiment bien. Et la dernière chose, c'est donc ce qu'on appelle l'embu ou le bavu, ça dépend où vous irez faire vos stages aussi lors de votre formation. Embu, c'est la marque, et bavu, c'est ballon autodirectionnel, ballon auto-remplisseur, pardon, à valve unidirectionnelle, et c'est un système de ventilation manuelle en fait. Alors ensuite, ici, vous devriez avoir les photos du matériel qu'il vous faudra. Donc en haut à gauche, ce que je vous disais tout à l'heure, les canules de Guédel, donc c'est des canules qui s'insèrent dans la bouche et qui sont percées au centre, qui vous permettent de pouvoir ventiler vos patients de manière plus aisée dans certains cas, par exemple le cas, je vous disais, d'un patient qui n'aurait plus de dents. En bas à gauche, vous avez le laryngoscope donc avec la partie manche, qui est la partie que vous voyez ici verticale, et la partie horizontale, ce qu'on appelle la lame d'intubation, qui est un peu courbée et qui dispose en son bout d'une lumière. Donc avant de vous lancer dans l'acte, c'est toujours bien de le mettre en position pour vérifier que la lumière s'allume. C'est toujours très désagréable de commencer l'intubation et de perdre la lumière, parce que vous doutez bien qu'au fond de la gorge, c'est très peu éclairé. Juste à côté, j'espère que vous voyez ma souris, ici la sonde d'intubation avec plusieurs parties, donc la sonde en elle-même. Ici, ce que vous voyez là, c'est donc le ballonnet qui sera gonflé par cette partie bleue qui est au-dessus. Et donc, je vous disais, le mandrin, qui est un mandrin métallique recouvert de plastique ou de caoutchouc, hein, évidemment. Et comme la sonde est en silicone la plupart du temps et les mandrins sont recouverts de silicone, donc de toute façon, ça glisse très mal, d'où le silicone spray. Euh, et c'est vraiment très important de pouvoir retirer facilement le mandrin, parce que quand vous êtes dans la trachée du patient et que vous commencez à tirer pour essayer de l'enlever, ça rajoute du stress à tout le monde et surtout c'est extrêmement traumatique pour la trachée du patient. En dessous, la pince de Magil que je vous présentais tout à l'heure, donc vous n'avez pas vu, mais la voici. Donc c'est une pince fenêtrée ici qui nous permet de pouvoir guider en fond de bouche euh, des dispositifs pour pouvoir les diriger. Ici, le filtre, donc là, c'est tous des photos que je vous ai prises sur Internet, hein, donc le modèle n'est pas forcément celui que vous trouverez dans les hôpitaux de Luxembourg, mais ils sont très ressemblants, qui vous permet de protéger d'une part votre patient et d'autre part de protéger votre machine. En dessous, donc la seringue, une seringue pour pouvoir gonfler votre ballonnet. Ici, c'est le système pour mesurer, enfin pour monitorer la pression du ballonnet. Donc sur la partie droite, la petite partie qui dépasse là, vous branchez l'endroit où vous avez connecté votre seringue pour gonfler le ballonnet et David, dessus. Oui, Il faudrait utiliser sur la souris en bas pour que les participants puissent le voir, oui, oui. le pointeur. Donc, quand vous Oh, allez sur la pardon. souris en bas, Ah oui, effectivement, il est on en a les... pointeur privé. Vous me voyez Voilà. maintenant? Voilà, maintenant ça marche. Eh ben, je suis Impeccable. vraiment désolé. J'aurais fait tout ce qu'il fallait pas. Je suis vraiment Non, mais désolé. on apprend, on apprend. C'est normal. Exactement. Pas de souci. Merci. Merci, hein. Voilà, donc maintenant que vous voyez ma souris, ici, vous voyez, donc c'est l'endroit où vous allez pouvoir connecter cette partie-là ici sur la sonde d'intubation et monitorer la pression qu'il y a dans le ballonnet. Et idéalement, il faut toujours que cette pression se situe dans la zone verte ici, aux alentours de 30 cm. Donc ici, c'est le système de fixation. Le système de fixation, donc je vous disais tout à l'heure, c'est soit avec parfois des bandes, soit avec différents types de sparadrap. Et ici, le stéthoscope. Alors, ensuite, il y avait une petite vidéo de prévue. Donc, je vais essayer de passer sur la vidéo en partage d'écran. Voilà. Alors, voilà, j'espère que vous la voyez bien. Donc, vous voyez ici le laryngoscope, donc à tester avant de réaliser l'intubation. Le ballonnet à gonfler une première fois pour être sûr qu'il n'est pas percé. Une fois que le patient dort, on va le ventiler un petit peu pour s'assurer que, comme je disais tout à l'heure, en cas d'intubation difficile, on peut toujours reprendre notre patient, comme on dit, au masque. C'est toujours plus facile.
Donc, on ouvre la bouche du patient. Vous doutez bien que ce n'est pas le patient qui l'ouvre tout seul, hein, c'est une image d'illustration. Et on va glisser, enfin, l'opérateur va glisser sur le laryngoscope. Je vous disais tout à l'heure, vous avez vu la distance entre les dents et la lame d'intubation étant relativement proche. Toujours se méfier, surtout chez les patients qui ont des dents fragiles à l'avant. Ensuite, on va glisser le bout de la lame de laryngoscope jusqu'à l'épiglotte. Et donc, vous voyez l'angle là qui vous montre, c'est vaguement 30 degrés vers l'avant. L'idée, c'est de ne pas béquer sur le laryngoscope, parce qu'en béquant le laryngoscope, on va approcher la lame des dents et on ne va pas du tout exposer le fond de gorge. Et donc, vous voyez, une fois qu'on voit bien les cordes vocales, on va pouvoir glisser sa sonde entre les cordes vocales. L'idée est de passer le ballonnet après les cordes vocales, pour être sûr que quand on va gonfler le ballonnet, de ne pas écraser les cordes vocales. Important, je vous disais tout à l'heure, c'est de regarder quelle est la distance notée sur le chiffre de la sonde au niveau des arcades dentaires. Ça nous permet de mesurer la profondeur nécessaire pour intuber votre patient. C'est toujours important pour éviter au long terme que la sonde se retire ou soit repoussée petit à petit et donc que vous ayez des problèmes. Et donc le dernier point, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est d'ausculter le patient pour s'assurer que l'air passe bien des deux côtés. La technique alternative, donc c'est avec un système qu'on appelle vidéolaryngoscope. Donc je repasse dessus. Je vais vous l'agrandir un peu pour que vous les voyez bien. Voilà. Donc je disais tout à l'heure, donc ventilation du patient, comme tout à l'heure, insertion du dispositif dans la bouche du patient. Vous voyez que là, en fait, l'idée, c'est qu'on peut retirer la tête de la bouche du patient, vu qu'on a un moniteur qui est placé sur la gauche, qui est orange. Vous voyez en haut à droite ce que voit l'opérateur sur son écran. Ça lui permet d'avoir une vue relativement bonne de l'arrière-gorge. Ces systèmes-là demandent toujours l'utilisation d'un mandrin. C'est vraiment cette partie jaune, enfin orange, pardon, qui est dedans. Voilà. Le principe est toujours le même, glisser la sonde entre les cordes vocales, la pousser pour que le ballonnet ne soit pas au niveau des cordes vocales, mais pas la pousser jusqu'à la garde, parce que sinon on va beaucoup trop loin. Ensuite, le principe est toujours le même, gonfler le ballonnet et procéder à quelques inspirations manuelles pour s'assurer que l'air passe bien des deux côtés, dans les deux poumons. Voilà, donc pour ce qui est de l'intubation, les principes, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut vous demander? C'est de savoir préparer du matériel. Donc là, le matériel, je vous ai mis des photos. À la fin de la présentation, je vous ai également mis des liens vers des fiches techniques de la Société de réanimation en langue française. Donc vous aurez aussi des listes de matériel. C'est de savoir quel matériel il faut préparer et connaître les actes, parce que vous voyez, à partir du moment où le médecin, enfin où l'opérateur aura mis la sonde d'intubation en place et qu'il aura gonflé le ballonnet, alors vous pourrez directement proposer les tuyaux du respirateur avec le filtre pour qu'il puisse se connecter pour ventiler le patient. Ou vous pourrez également proposer de mettre un coup de stéthoscope pour vérifier que le patient est bien ventilé. Autre acte qui est fait chez quasiment tous les patients de réanimation, chez un certain nombre de patients d'anesthésie, c'est le cathéter artériel. Pourquoi est-ce qu'on met un cathéter dans une artère? Eh ben, c'est pour deux choses. C'est pour mesurer la pression artérielle en continu, c'est pour éviter en fait d'avoir des pauses, parce qu'avec un brassard à tension, eh ben, souvent on met ça en anesthésie toutes les 5 minutes, en réanimation on met ça à peu près toutes les demi-heures, tous les quarts d'heure. Mais le problème, c'est qu'à force de gonfler et dégonfler, on peut se retrouver avec des problèmes de pause sur les patients. Et puis chez des patients qui ont vraiment des problèmes pour maintenir leur tension artérielle, des patients qui seraient sous lévofed ou noradrénaline, ça dépend de l'hôpital où vous travaillerez, c'est la même chose, mais ça ne s'appelle pas de la même manière. Donc voilà, chez ces patients-là, c'est important d'avoir la pression artérielle en continu. Autre avantage du cathéter artériel, c'est que ça vous permet d'avoir une voie pour assurer des prélèvements sanguins avec un très très bon débit, vu que la plupart du temps, le cathéter est glissé dans l'artère radiale. Parfois, dans certains cas, on les met dans les artères fémorales, mais c'est un peu plus rare parce qu'il y a plus de risques d'infection. Alors, avant de poser
une artère, il y aura, comme tout à l'heure, hein, du matériel à préparer. Donc, la première chose, un cathéter artériel, hein, c'est quand même la moindre des choses. Puis du matériel pour désinfecter, donc là je vous ai mis une photo d'Ibitan, et puis un petit kit de désinfection avec un chantre-roué, des gants stériles pour l'opérateur. Ensuite, comme c'est une voie qui a de la pression, c'est-à-dire qu'il y a quand même de la pression dans l'artère, si vous mettiez une perfusion classique, tout le sang remonterait dans la perfusion. C'est pour ça qu'il vous faudra ce qu'on appelle une poche de contre-pression. Donc c'est une poche avec une petite poire qui est en bas que vous pourrez gonfler pour appuyer sur la perfusion que vous brancherez dessus. Le but n'étant pas de faire passer du volume et de perfuser le patient par cette voie-là, mais le but étant de maintenir une pression dans le cathéter pour éviter à tout prix que le sang remonte dans le cathéter et donc que le cathéter se bouche. Important, cette poche de perfusion qui est là, donc c'est uniquement du sérum physiologique qu'on ne peut utiliser, hein. C'est vraiment NaCl 0,9% et uniquement. Selon les hôpitaux où vous irez travailler, certains mettent un peu de xylocaïne, certains mettent un peu d'héparine, certains mettent les deux et d'autres mettent rien du tout. Donc ça, c'est vraiment il n'y a pas vraiment de consensus international là-dessus, donc c'est vraiment hôpital dépendant. Également, ce qu'il vous faut, c'est cette petite partie-là. Là. C'est dans le kit d'artère qui est déjà prêt. C'est un module de pression et c'est sur cette partie-là qu'il y a un câble qui va relier l'artère de votre patient au monitoring de la pièce. Donc le monitoring du patient, et c'est comme ça que vous arriverez à avoir une vue directe de la pression artérielle de votre patient. Ce qu'il faut aussi, c'est prévoir, c'est un fil pour fixer le cathéter et de quoi faire un pansement. Donc là, je vous ai mis des compresses et de l'Ipafix. Voilà. Après, c'est aussi relativement dépendant des hôpitaux. Mais bon, sachez qu'il vous faudra prévoir un système de fixation de votre cathéter. Avant de poser un cathéter artériel, alors je vais revenir sur la vidéo de l'autre côté. Avant de poser un cathéter artériel, il faut s'assurer d'une chose, c'est que votre patient a bien une artère radiale et une artère cubitale qui vont être perméables. Donc pour cela, il y a ce qu'on appelle le test d'Allen. Donc vous voyez, vous allez demander à votre patient de pomper avec sa main, puis de serrer la main très fort. Vous allez, avec à l'aide de deux doigts, faire une pression au niveau de l'artère humérale et l'artère cubitale. Quand le patient va ouvrir la main, il aura la main blanche. Quand vous allez relâcher la pression au niveau, pardon, pas huméral, cubital. Je dis une bêtise, c'est cubital. Et donc, quand vous allez relâcher la pression au niveau cubital, en fait, vous allez vous rendre compte que si la main se recolore, c'est que l'artère est perméable, donc vous pouvez sans problème vous permettre d'aller mettre un cathéter de l'autre côté. Si votre patient a un problème au niveau de l'artère cubitale, je vous encourage fortement à ne pas mettre de cathéter dans l'artère radiale, parce que vous pourriez diminuer le flux sanguin au niveau de la main et ça pourrait, voilà, à terme avoir des problèmes d'irrigation de la main. Alors ça, c'est un test que vous pouvez faire. Si votre patient est inconscient, vous lui serrez la main avec une main, hein, vous lui serrez bien fort, vous appuyez avec l'autre main sur les deux artères, vous pouvez le faire aussi comme ça. De plus en plus, les anesthésistes et les réanimateurs utilisent des échographes, ce qui fait qu'ils souvent ils n'ont pas besoin, enfin ils ne font plus le test d'Allen, vu qu'ils vont vérifier directement avec l'échographe s'il y a bien un flux qui passe dans l'artère cubitale. Alors, on va revenir ici. La technique de pose du cathéter artériel, c'est ce qu'on appelle la méthode de Seldinger ou Seldinger si vous tombez sur un médecin français. Cette méthode-là est utilisée pour le cathéter artériel et on la reverra aussi pour le cathéter central. L'idée, c'est, premièrement, avec une aiguille, d'aller piquer dans le vaisseau en question. Donc là, c'est dans l'artère. Ensuite, de monter un mandrin au travers de cette aiguille et de monter un mandrin métallique dans l'artère. On retire l'aiguille et on laisse juste le mandrin. Et sur ce mandrin, on va venir glisser le cathéter et ensuite retirer le mandrin. Donc c'est une méthode un peu indirecte, mais c'est voilà, c'est une méthode qui est efficace et facile.
Donc voilà, c'est vraiment ces étapes-là, A, B, C, D, E, donc vous les aurez hein, dans la présentation. Voilà, c'est je pique, quand j'ai un reflux sanguin, je vais glisser mon mandrin dans l'artère, je retire l'aiguille et ensuite je vais pouvoir glisser mon cathéter sur le mandrin et retirer le mandrin. Maintenant, on va regarder une pose d'artère. Alors, hop, je vais encore vous agrandir un peu la vidéo. Voilà. Bon, là c'est pareil, hein, c'est pas un modèle d'hygiène, notre exemple là, mais ça nous permet de voir un peu comment poser l'artère. Donc, désinfection de la place. Donc, voyez, remarquez bien l'installation du patient. L'installation du patient, vous voyez, avec ce petit billot avec des draps ou des gélatines de bloc qui sont mises pour avoir la main un peu en hyperextension et un garrot qui tient la main pour être sûr qu'elle soit bien en hyperextension. Installation d'un champ stérile troué, donc idéalement, il devrait coller ce champ et ne pas laisser de grands trous comme dans notre exemple ici. Repérage de l'artère avec la main gauche de l'opérateur. Ici, il sent le pouls, il va glisser l'aiguille jusque dans l'artère. Vous voyez, donc il y a un reflux sanguin. Il va glisser son mandrin métallique. Donc là, je vous encouragerai jamais assez à ne pas trop pousser votre mandrin parce que il ne faudrait pas le perdre dans l'artère du patient. On retire l'aiguille, puis il faut réussir à glisser le cathéter sur le mandrin. Voilà. Donc avec l'âge, ça devient difficile, mais vous êtes tous jeunes, donc quand vous le ferez, vous n'aurez aucun problème. Donc vous allez tous pouvoir, on va donc ensuite glisser le cathéter jusqu'à la garde, retirer le mandrin et venir visser le système que je vous montrais tout à l'heure, donc le système avec la poche de contre-pression, et vous voyez que l'aide, à ce moment-là, s'assure que de l'eau coule en permanence pour éviter qu'il y ait une bulle d'air qui passe. Parce que quand on va refaire parfois des purges du système pour éviter que le cathéter se bouche, il serait malvenu d'envoyer une bulle d'air dans une artère, parce que la bulle d'air repartirait directement dans un doigt. Voilà, et une fois que vous avez branché votre tête de pression à votre moniteur, voilà, vous aurez une courbe comme celle que vous venez de voir qui vous montre en fait la pression artérielle en temps réel. Et ensuite, il y avait donc la réalisation du pansement. Donc, vous voyez, dans ce cas-là également, qu'est-ce qu'on peut vous demander en tant qu'aide de l'opérateur? Ça va être également de préparer le matériel, d'être capable de préparer cette poche de pression, et ensuite, une fois que le cathéter est en place, de pouvoir présenter le bout du tuyau, de la tubulure de la contre-pression pour que le médecin puisse fixer. Et voilà. Donc en gros, c'est comme ça que ça se passe. Et voilà à peu près ce qu'on pourrait vous demander. Préparer le matériel, être capable d'installer le patient et de pouvoir, en fait, quand le médecin a mis son cathéter, de savoir que c'est le moment où il faut donner le bout de la tubulure. Maintenant, on va regarder le cathéter veineux central. Donc, le cathéter veineux central, le principe, c'est de mettre en place un cathéter dont l'extrémité va se trouver dans la veine cave. Et le plus souvent, c'est par un abord jugulaire ou sous-clavier. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour une surveillance hémodynamique, par exemple la mesure de la pression veineuse centrale, ou pour de l'administration de médicaments dits vasoactifs ou véno-agressifs, donc des vasopresseurs, de la chimiothérapie, des solutions hypertoniques. Tout le problème de passer des amines vasopressives sur une veine périphérique, c'est comme son nom l'indique, qui dit amine vasopressive dit que ça va favoriser une contraction des vaisseaux, et si vous le mettez sur une veine périphérique, elle aura tendance à se fermer et donc à se boucher rapidement. Pour des chimiothérapies aussi, des solutions hypertoniques. Donc vous voyez, c'est vraiment des produits qu'on passe en cathéter central. L'alimentation parentérale, pour la même raison, c'est un produit qui est relativement agressif pour les veines. Et si vous le mettez sur une voie périphérique, les veines vont claquer rapidement et les patients vont se retrouver avec des vénites assez importantes au niveau des bras.
On pose aussi un cathéter central quand il y a aussi une possibilité d'obtenir un accès veineux périphérique. Alors, on a tous l'image du patient qui serait toxicomane. Effectivement, le patient qui s'est piqué pendant des années dans les bras, on aurait effectivement beaucoup de mal à mettre une voie périphérique, ou également un patient qui est dialysé. Un patient dialysé, donc on ne pique pas du côté de la fistule, et de l'autre côté, on a un principe d'épargne veineuse. Et donc, malheureusement, avec des patients qui sont dialysés jeunes, on arrive quand même avec le deuxième bras qui devient très très difficile à piquer. Et le dernier cas de mise en place de cathéter central, c'est pour l'administration intraveineuse au long cours. Voilà, c'est aussi pour des patients chez qui on doit passer des antibiotiques pendant parfois 6 semaines. C'est toujours plus facile avec un cathéter au pli un peu dans le cou, plutôt qu'avoir toujours un tuyau dans les bras avec des perfusions qu'on est obligé de changer tous les 3-4 jours parce que les veines supportent mal la présence d'un cathéter. Alors, quel matériel il va nous falloir pour ça? Un cathéter central, donc c'est ce que vous voyez ici. Donc il en existe plusieurs types, des 1 voie, 2 voies, 3 voies, selon ce que vous voulez faire avec, et selon les habitudes de service. Donc c'est pour ça, là, je vous ai mis un exemple d'un cathéter 3 voies, mais c'est pas obligatoirement un 3 voies. Il va vous falloir de quoi désinfecter le patient. La chose en plus par rapport à l'artère, c'est que l'opérateur s'habille avec une casaque stérile. Voilà, donc il faut le savoir, il faut la préparer. Et ça, il faut aussi être capable de pouvoir aider l'opérateur à s'habiller. Donc l'idée, c'est qu'il prend sa blouse stérile, il va l'enfiler par devant, et vous, par derrière, vous aurez à faire des nœuds au niveau du cou et au niveau du bas du dos. Ce qu'il va falloir préparer, c'est des perfusions. Alors des perfusions, combien? Eh ben, ça va dépendre du nombre de voies de votre cathéter. Si vous avez un cathéter 1 voie, une seule perfusion suffira. Dans ce cas-là, la perfusion à préparer, c'est à voir avec le médecin. Est-ce qu'il préfère du Ringer, du lactate ou du NaCl? Et il faudra penser aussi à avoir de quoi fixer le cathéter. Comme c'est un cathéter qui va rester au long cours, c'est important de pouvoir le fixer pour pas qu'il bouge. Donc pareil, comme avec l'artère, un fil, et ensuite, bah voilà, selon les habitudes d'hôpital, des compresses et de l'Ipafix. Alors, la technique de pose. Hop, la technique de pose, donc là c'est pareil, de plus en plus les médecins utilisent des artères, enfin des artères, pardon, des échographes pour repérer les veines. Voilà, là vous devriez le voir. Là je vous ai pris un cas sans échographie. Voilà, donc c'est désinfection du cou. L'idée, c'est de mettre le patient légèrement les jambes en l'air. Donc c'est ce qu'on appelle la position de Trendelenburg. En fait, la tête un peu en bas, les pieds en l'air pour favoriser un retour veineux. Ça permet de faire gonfler les veines jugulaires. Donc là, on est, oui, dans un accès jugulaire. Donc mise en place du champ troué qui devrait être collé aussi. La main gauche, là, pour l'instant, la main gauche de l'opérateur est sur la carotide. C'est pour éviter de piquer dans la carotide, c'est parce que la jugulaire passe juste à côté. Donc, ponction de la carotide, de la jugulaire, pardon. Quand il y a un retour veineux, méthode de Seldinger classique, on va donc monter un mandrin. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on monte le mandrin un peu loin, comme on n'est pas loin de l'oreillette droite, il faut quand même savoir que voilà, si vous allez un peu loin avec le mandrin, il peut y avoir quelques extrasystoles qui apparaissent. Donc là, votre rôle aussi, pendant que le médecin va poser son cathéter, c'est de lui dire ah, attention, peut-être que ton mandrin est un peu loin, j'ai quelques extrasystoles. Ensuite, donc dans la vidéo qu'il y a là, voilà, donc on repasse, donc on a retiré l'aiguille et on va glisser le cathéter sur le mandrin. Vous avez vu, avec ce petit mouvement, elle a retiré le mandrin. C'est très important, surtout pour une voie veineuse centrale, d'être sûr que le bout du mandrin sort de l'autre côté du cathéter, parce que si vous perdez à ce moment-là votre mandrin, j'espère que vous avez un chirurgien cardiaque sous la main, parce qu'il va falloir aller chercher le mandrin dans l'oreillette droite. Ça ne m'est jamais arrivé en 10 ans d'anesthésie, mais j'imagine que ça ne doit pas être tellement drôle. Voilà, donc fixation du cathéter. Selon les modèles, vous voyez, dans ce modèle-là, il y a un petit papillon à rajouter pour faire une double fixation. Ça, c'est selon le modèle que vous aurez dans l'hôpital.
Donc, fixation du cathéter soigneuse pour éviter que le cathéter s'arrache. Ensuite, certains font le pansement, puis branchent la perfusion, d'autres branchent la perfusion, puis font le pansement. Après, l'idée, c'est que les deux soient faits. Ce qu'il faut savoir, c'est quand vous allez brancher la perfusion, c'est vraiment d'être sûr que le médecin a clampé sa voie avant qu'il enlève le bouchon. Voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez vérifier en tant qu'aide. C'est que quand vous êtes à côté, vous vous assurez que le médecin a bien clampé sa voie pour deux raisons. Parce que soit on a remis le patient à plat et quand vous allez ouvrir votre voie, ça risque d'aspirer de l'air. Soit vous avez laissé votre patient en train de Landebourg et quand il va enlever son bouchon, ça va faire couler du sang partout. Voilà, donc vous voyez, l'idée ici, c'est vraiment ce que vous devez savoir, c'est quel matériel préparer et connaître la méthode. Et en connaissant cette méthode, vous savez donc que quand le médecin va glisser son mandrin, il y a un risque d'extrasystole. Après la pose de voie veineuse centrale, l'idée est de faire une radio thoracique pour vérifier que le bout du cathéter est bien placé. Parce que vous remarquez que c'est un peu à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on ponctionne, on monte son mandrin, on monte son cathéter, mais où est le bout de notre cathéter? C'est toujours très difficile de savoir. Il y a certains cas où il a tendance à bifurquer. Voilà, c'est pour ça qu'on fait une radio thoracique. Donc, en tant qu'aide, vous pouvez aussi, dans ces cas-là, à la fin de l'acte, proposer au médecin de remplir le bon de radio. Quelque chose d'important, parce que dans les hôpitaux, on ne fait pas de radio s'il n'y a pas de bon. Voilà. Voilà. Donc, sur le cathéter central, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Il nous reste encore maintenant à parler de la rachianesthésie et la péridurale. Le principe de ce geste, que ce soit la rachianesthésie ou la péridurale, c'est vraiment une anesthésie régionale des terminaisons nerveuses par un accès dorsal. La différence entre la rachianesthésie et la péridurale, donc vous la voyez ici, c'est que la rachianesthésie, on va rentrer jusque dans le liquide céphalorachidien qui est là, alors que la péridurale, on reste devant la dure mère. Je ne sais pas si vous la voyez bien tous ici, mais on reste devant la dure mère, voyez, et on va glisser un cathéter qui va être devant la dure mère. La différence, c'est que voilà, la péridurale va vous permettre d'endormir, par exemple, de ce niveau-là à ce niveau-là, uniquement ces métamères-là, alors que la rachianesthésie va vous endormir de là et tout ce qui est en dessous. Et c'est pour ça que les indications sont différentes. La péridurale, les grands consommateurs de péridurale à l'hôpital sont les femmes en travail. On fait des péridurales pour faciliter le travail et l'accouchement. Alors quand je dis faciliter, si nos collègues sages-femmes m'entendaient, elles auraient les poils qui se hérissent, mais c'est pour faciliter en termes de douleur, pour que le vécu de l'accouchement se passe mieux pour les femmes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir comme matériel? Il va nous falloir plusieurs choses. Une chose est capitale quand vous allez participer à une péridurale, c'est d'avoir ce qu'il y a en bas à droite. Éphédrine, atropine. L'atropine qu'on utilise en cas de ralentissement du rythme cardiaque et l'éphédrine qu'on va utiliser en cas de baisse de la tension artérielle. Pourquoi? Parce que il y a parfois des malaises vagaux qui arrivent lors de la pose de la péridurale ou de la rachianesthésie pour plusieurs raisons, et la principale étant la vasodilatation qui va se mettre en place. C'est ce qu'on appelle le bloc sympathique. Dès que le produit va être injecté, il y a une vasoplégie assez importante qui va se mettre en place, et c'est pour ça qu'on s'assure de faire ce qu'on appelle un co-remplissage. Donc, c'est pendant qu'on pique la rachianesthésie, d'ouvrir les perfusions un peu plus fort et surtout d'avoir un soutien hémodynamique aussi grâce à de l'éphédrine. Alors, l'atropine et l'éphédrine sont sur prescription médicale, mais il faut savoir que lors de ce geste, l'aide qui va être dans la salle doit avoir à portée de main la seringue d'atropine et d'éphédrine pour éviter de commencer à chercher les choses quand il se passe ces petits désagréments. Donc pour piquer une rachie ou une péri, ce qu'il va vous falloir, c'est de quoi habiller votre opérateur comme pour le cathéter central, de quoi
de quoi désinfecter votre patient. Donc, j'ai toujours remis la même photo pour le matériel avec le champ stérile à désinfection. Souvent, c'est des kits un peu spécifiques parce que chaque hôpital a prévu un kit à péridurale, un kit à cathéter central qui sont spécifiques à chaque hôpital, mais je vous ai toujours remis la même photo pour que vous en rappeliez. Ce qu'il va vous falloir, c'est soit un système de péridurale, donc avec une aiguille de péridurale, une seringue spéciale, une seringue avec laquelle vous ne pouvez pas injecter dans un produit de manière classique, mais qui va permettre à l'opérateur de rechercher l'espace. Le cathéter et un filtre, parce qu'à chaque fois qu'on va injecter quelque chose auprès de racines nerveuses, il faut qu'on s'assure toujours d'être dans des conditions d'hygiène très optimales. Si vous êtes dans un cas de rachianesthésie, alors vous aurez une aiguille à rachianesthésie. Dans ce cas-là, pas de cathéter en place. Il existe le cathéter en rachianesthésie, mais c'est très rare avec des indications très confidentielles. Voilà, donc ça c'est vraiment le matériel qu'il va vous falloir. Ce qui est important en tant qu'aide pour une rachianesthésie ou une péridurale, ça va être la position du patient. La position du patient, la plupart du temps, les rachianesthésies et les péridurales se font de manière assise. C'est-à-dire que le patient va s'asseoir sur le bord de la table. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de lui demander de relâcher ses épaules et de faire ce qu'on appelle le dos rond. L'idée, c'est vraiment de s'écraser sur lui-même pour écarter les vertèbres du bas du dos. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo pour ça. Alors, vraiment, ça, une bonne péridurale, quoi qu'on dise, c'est alors effectivement le talent du médecin, toujours, le médecin a besoin de savoir faire l'acte, mais alors la qualité de l'aide est capitale. Vous voyez donc sur cette vidéo, voilà, donc vous voyez le médecin demande vraiment à la dame de baisser ses épaules, vraiment de ressortir le bas du dos. Et là, tout le rôle de l'aide, c'est vraiment de tenir le patient dans l'axe, mais favoriser cet enroulement autour de lui-même. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure d'avoir les seringues à portée de main, parce que vous voyez que quand vous êtes en train de tenir votre patient, il peut être difficile d'aller chercher des seringues et de lâcher le patient. Quand le patient va vous dire « je ne me sens pas bien », c'est difficile de lui dire « je vais vous lâcher » pour aller faire autre chose. Donc après la désinfection du dos, il y a la mise en place d'un champ stérile. Bon là c'est pareil, vous voyez, normalement le champ se colle au niveau du rond également pour assurer une hygiène du point de ponction. Dans ce cas-là, ça n'a pas été fait. Le médecin, enfin l'opérateur va rechercher l'espace entre deux vertèbres avec son doigt et va faire classiquement une anesthésie locale, puis va pouvoir faire son acte. Donc vous voyez, l'idée, voilà, c'est de passer entre deux épineuses derrière pour aller soit jusqu'au liquide céphalorachidien, soit au niveau de l'espace juste avant la dure-mère, selon si c'est une rachianesthésie ou une péridurale. Il y a donc maintenant le moment de l'injection du produit. Là, elle retire son aiguille, on va faire un pansement. Donc c'est important au niveau du pansement, plusieurs choses. Si c'est une rachianesthésie, c'est juste un pansement simple, sec. Et si vous avez une péridurale, donc vous voyez, c'est fixation du cathéter. Donc il y a plusieurs types de fixation. Vous pouvez le fixer, voilà, il y a plusieurs moyens de le fixer, mais pensez bien au fait que le cathéter va remonter tout le long du dos. Donc pensez bien au fait que quand le patient va se bouger dans son lit, il ne faut pas qu'il puisse avoir le risque d'arracher son cathéter. Voilà, une fois que la rachianesthésie est piquée, il est important de recoucher le patient assez rapidement pour justement limiter les effets de cette vasoplégie. Voilà, donc au niveau de la rachianesthésie, de la péridurale, qu'est-ce qu'on peut vous demander? De savoir quel matériel avoir, de savoir tenir ce patient, enfin de tenir votre patient pour faciliter l'acte et d'être capable de garder un contact avec le patient pour analyser et comprendre si à un moment il se plaint d'une tête qui tourne ou de se sentir pas bien ou d'avoir très chaud, qui sont les premiers signes d'un éventuel malaise vagal et qui vous permettrait, sur prescription médicale comme d'habitude, de pouvoir injecter de l'atropine ou de l'éphédrine. Voilà, donc on a vu plusieurs actes ensemble. Voilà,
tout ce que je vous ai montré, donc c'est des vidéos que j'ai montées un peu parce qu'elles étaient beaucoup plus longues que ça. Je vous ai vraiment mis que les parties les plus pertinentes, mais je vous laisse dans le PDF tous les liens de ces actes. Hein. Donc l'intubation, il y avait les 2 vidéos. Cathéter artériel, il y en a une des vidéos, c'est le test d'Allen. Le deuxième, c'est la pose de cathéter artériel. Le cathéter central, c'est la pose aussi, qui est beaucoup plus longue. Et vous verrez, elle est très bien faite, cette vidéo, mais elle est très longue. Elle doit faire 5 ou 6 minutes, donc j'avais pas le temps de vous la passer aujourd'hui. Elle est vraiment très bien faite. Elle reprend de la préparation du matériel jusqu'à la fin de la pause. Sur la péridurale, il y a 2 choses. Il y a la vidéo et il y a des cours de l'école d'infirmiers anesthésistes de Bordeaux qui sont très très bien faits. Vous retrouverez beaucoup de choses. Et ensuite, les fiches techniques de la Société de réanimation en langue française. Donc vous pourrez cliquer dessus. Vous verrez, il y a beaucoup de choses. Avec pourquoi on fait les gestes, quel matériel préparer, et il y a pas mal de petites fiches que vous pouvez vous imprimer et vous pouvez garder dans votre poche si vous êtes déployé dans ce genre de service. Et pour finir, juste pour vous dire, voilà, donc ça c'est mes collègues d'unité 33, voilà, si vous n'avez pas besoin de sortir, restez chez vous, c'est ça qui nous permettra de gagner. Voilà, et bien écoutez, j'espère que j'ai réussi à vous aider et à vous faire découvrir ces gestes. J'espère que vous pourrez, si vous êtes déployé, enfin, et vous serez un jour déployé dans les services, j'espère que ça vous aura aidé. Voilà, et maintenant on va voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je répondrai dans la mesure du possible. N'hésitez pas à poser vos questions. On a eu un commentaire élogieux qui dit que c'était Ben très oui, très bien expliqué, merci. Voilà, voilà. S'il y a des questions, qu'ils n'hésitent pas. Je ne sais pas s'ils m'entendent encore ou pas, mais Oui, oui, tout le monde vous entend. ben voilà. Merci beaucoup, Flox. Merci. Voilà. Après, même s'ils veulent revenir, s'ils ont des questions dans quelques temps, ils peuvent. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne d'habitude, mais ils peuvent vous les envoyer. Vous me les transmettez et je peux leur répondre par mail sans problème, quoi. D'accord, c'est noté. Voilà. Bon. Alors, soit c'était bien, soit ils dorment tous. C'est possible, hein, il fait beau, ils veulent peut-être tous sortir. Mais pas dans la rue, hein. Ne sortez pas tous dans la rue. Allez dans votre jardin si vous voulez, mais pas tous dans la rue. Alors, je pense que. Ok, bah écoutez, Voilà. merci à vous, merci aux participants. Merci à tout le monde. Est-ce qu'on a une question qui est arrivée là? Non, c'est pour dire merci. C'est des merci. Des merci. Et ben voilà. Merci beaucoup. Ça résume bien le. Ben voilà, c'est très bien. Merci beaucoup en tout cas. Ouais. Et puis la présentation sera disponible donc sur le, sur le site habituel. Et ben c'est parfait. Et du coup, ils ont tous les liens vers toutes les vidéos. Ils pourront